Alors bonjour à tous. Nous sommes là pour parler de souveraineté quand ça marche. On parle beaucoup de souveraineté on entend souvent les mêmes choses, c'est trop cher, on n'a pas la doc, donc le support n'est pas au niveau, c'est pas à l'échelle, c'est pas mature. Bref, résultat, beaucoup d'organisations hésitent en renforçant parfois leur dépendance numérique. Et au fond, la vraie question maintenant, c'est peut-être pas est-ce qu'il faut y aller, c'est peut-être qu'est-ce qu'on risque si on n'y va pas. Donc on va croiser les regards avec trois personnalités et un retour d'expérience concret, avec une lecture globale des enjeux et des dépendances, et puis une approche par le risque. L'objectif, c'est de vous donner une vision un peu plus claire et surtout plus actionnable de vos marges de manœuvre, et peut-être au passage démonter quelques idées reçues. Alors, pour cela, Alain Bouillet, délégué général du Césin, Alain Issarni, à mes côtés, président de Libralis et ex-DSI de la Direction générale des finances publiques, et Arnaud Martin, directeur des risques à la Caisse des dépôts. On va commencer avec Alain Bouillet. Je vais préciser puisque j'ai deux Alain. Alain, on entend beaucoup d'objections depuis des années justement sur ce dont je parlais à l'instant. Est-ce que ce sont encore des réalités, ces objections ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de fausses excuses, je dirais, pour dire, pour ne pas utiliser des solutions européenne, on va dire. Alors, je dirais, bon, on en avait comptabilisé 7 lorsque nous avions travaillé sur le sujet avec Exatrust. Je ne vais pas vous faire la liste des 7, mais la première des excuses, c'est de dire oh, on ne savait pas que ça existait. Et on n'était pas au courant qu'il y avait une solution, etc. Du coup, pour pallier à cette fausse excuse, on a travaillé justement avec Exatrust sur ce qu'on a appelé un cyberpanorama. Et on a essayé de regarder un petit peu tous les catalogues qui existaient entre le catalogue Exatrust de la CN, le radar de Wavestone, enfin tout ça effectivement répertorie des solutions. Mais à ma grande surprise, aucun ne les agrégeait et ne faisait un véritable catalogue du Made in France. Donc on l'a fait, et ça donne ça. Ça, c'est effectivement l'état à ce jour de la cybersécurité en termes de solutions. Je ne parle que de solutions, évidemment, on ne parle pas de services. En termes de solutions, on a répertorié, alors je vous laisserai compter les logos, mais on doit être à 300, 320 à peu près, 320 solutions. Alors, bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a rangé ça en plus dans les grandes familles sécurité que vous connaissez bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de trou dans la raquette comme on l'entend souvent. Il n'y a pas de solution pour couvrir tel ou tel sujet. Ça montre en effet qu'on a tout ce qu'il faut. Alors après, le fait qu'il y ait 320 solutions, c'est une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a besoin derrière tout ça de consolidation, de plateformisation, dans le monde des plateformes numériques, des plateformes de bureautique, on a déjà commencé. Je pense l'autre Alain, nous en parlera, à rassembler des solutions pour qu'elles aient en effet une complémentarité parfaite. Mais je veux dire que cette excuse-là, on peut en effet comment dirais-je, la balayer d'un revers de manche avec ce schéma. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Après, la deuxième excuse, c'est ah ouais, mais comprenez, les solutions européennes, et en particulier françaises, elles sont plus chères, parce que le coût du travail est plus cher en France. Enfin, je ne vous fais pas la litanie habituelle. Sauf que quand vous avez signé avec un Américain et que vous êtes plus ou moins client loqué avec la solution, quand vous tapez 3 années de suite 30% d'augmentation
sur le prix des licences, parce que depuis qu'on est en mode location, évidemment, c'est beaucoup plus commode d'augmenter les prix. Vous faites le calcul à la fin, vous verrez que peut-être qu'au départ, il y avait peut-être une différence de prix, mais au bout de 3 ans, cette différence, elle sera amoindrie. Je prendrai un troisième exemple de fausse excuse, c'est de dire « Ah ouais, mais c'est pas à l'échelle. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités, il n'y a pas. » Ben oui, il manquerait plus que depuis 30 ou 40 ans qu'on finance la R&D américaine, il manquerait plus que leurs solutions ne soient pas à l'échelle. Donc oui, bien sûr qu'elles le sont. Et que peut-être que si on investissait davantage dans des solutions européennes, elles auraient les moyens, en effet, de pouvoir davantage développer leur fonctionnalité. Mais j'ai envie de balayer aussi cette excuse d'un revers de manche, parce que, bon, au Césin, on essaye de montrer l'exemple, hein, en ayant des solutions souveraines. Et des réunions sur Zoom. Hein ? Et des réunions sur Zoom. Alors, ça c'est très désagréable comme remarque. Non, mais pour dire que c'est pas si simple. Non, mais parce qu'on n'a pas trouvé encore la solution qui nous permette de faire des zooms, des visios. Ouais, je parle comme le frigidaire. On fait un appel. Des visios à 250 comme on a l'habitude d'en faire. Mais quand on regarde effectivement les solutions, c'est pas moi qui le dis, c'est le SIGREF. Dans les solutions bureautiques, le SIGREF dit 75% des fonctionnalités d'Office 365 ne sont pas utilisées. Donc ça veut dire que quand vous achetez une licence Office 365 qui coûte très cher, vos utilisateurs, ils utilisent 25% des fonctionnalités. Donc peut-être que si vous achetez un produit qui a un peu moins de fonctionnalités, mais qui est 10 fois moins cher, vous finirez par vous y retrouver. Donc en effet, tout ça montre qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi, hein, jusqu'à présent par rapport à ces questions de choix. Bon, on voit bien maintenant que l'épée au-dessus de la tête et le fusil dans le dos que représente Donald Trump fait que on a pris conscience que, en effet, finalement, c'était pas si mal ce qui se passe en France. On voit cette dynamique, hein, sur le tableau. Et que finalement, toutes ces mauvaises excuses peuvent être assez facilement balayées. Merci. Merci Alain. Alain Issarni, pour vous, c'était un choix de conviction assumé depuis longtemps. En tant que DSI à la CNAM, vous avez imposé contractuellement des garanties très fortes sur l'accès aux données et sur le dossier médical partagé, par exemple. Et vous avez été DSI à la Direction Générale des Impôts, puis DSI à la DGFiP, avec une grosse DSI de 4000 personnes. On imagine qu'il peut y avoir un peu d'inertie. Et pourtant, avec vous, pas d'AD sous Microsoft, pas de serveur Windows, pas de suite Office, pas de VMware. Voilà, vous avez porté vos choix à grande échelle. Et concrètement, qu'est-ce que c'était que de faire basculer 100 000 collaborateurs dans ce contexte? Oui, bonjour à tous. Alors, cette histoire commence à être vieille. Il faut savoir que c'est il y a plus de 10 ans, à la DGFiP, effectivement, j'ai commis une note qui a conduit à migrer, ou plus exactement à interdire la suite Office pour 100 000 personnes. La DGFiP, c'était la fusion de la DGI et de la DGCP. Donc plus d'Office, du LibreOffice pour 100 000 personnes. Pas forcément facile, hein. Vous savez tous quel est le principal outil des comptables ou des DAF? C'est Excel, on est d'accord. La DGFiP, c'est la maison mère des comptables, on est aussi d'accord. Donc leur dire qu'on n'utilisera plus Excel, mais qu'on utilisera Calc et LibreOffice, ça n'est pas forcément chose aisée. Et donc c'est quelque chose qui a été fait il y a maintenant plus de 10 ans, et ça fait plus de 10 ans que la DGFiP n'a plus d'Office, n'a pas de Windows Server, n'a pas d'AD Microsoft et n'a pas non plus de VMware. Donc le DSI actuel, quand il voit les augmentations Microsoft, Broadcom et autres, je pense que ce n'est pas ça qui le préoccupe le plus aujourd'hui. Il n'a aucune dépendance là-dessus. Et donc j'ai écouté, on disait il n'y a pas de solution à l'échelle.
Il me semble que là, c'est quand même une belle échelle, 100 000 personnes qui basculent là-dessus. Alors, Il y a un accompagnement pour le changement, j'imagine. Alors oui, il y a eu beaucoup de réticences. Ça a duré longtemps. Il a fallu quelques années pour pouvoir faire ça. Une bonne partie de ces années, c'était de lutter contre le lobbying que pouvait faire Microsoft auprès du ministre des Finances et de son cabinet, qui considérait que le DSI de la structure racontait n'importe quoi et faisait n'importe quoi, et que bien évidemment ça allait coûter beaucoup plus cher d'utiliser LibreOffice parce que conduit du changement et autres. Donc difficulté à convaincre au-dessus, difficulté à convaincre aussi en dessous, faut dire les choses comme elles sont, mais là je crois que les choses changent un peu. Imaginez, à l'époque en fait, une des réticences, c'était juste que les personnels considéraient qu'ils étaient punis parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une suite payante et qu'ils allaient sur une suite libre. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet état d'esprit et qu'on est plutôt content d'aller vers une libre qu'une payante. Et il y a même aussi des informaticiens, même s'il y a une culture du libre à la DGFiP qui est énorme, des informaticiens qui luttaient contre ça. Juste pour l'anecdote. Donc je vous ai dit, il y a plein d'informaticiens, il y a des informaticiens dans des structures qui dialoguent avec les grandes entreprises, qui échangeaient des fichiers Excel à tour de bras. Et alors que j'étais en train de dire qu'on allait migrer, forcément, il y a un informaticien qui dit « Mais non, c'est pas possible. Vous voyez, cette entreprise m'envoie ce fichier Excel. Quand je l'ouvre avec Excel, dans cette case, je ne sais plus, il y a marqué 100. Quand je l'ouvre avec Calc, il y a marqué 90. Vous voyez, c'est quand même pas possible, c'est pas fiable. On ne peut pas se permettre ce genre de choses, surtout dans un monde comptable. » Bon, la petite histoire, c'était quoi? C'était que ce fichier avait, je fais semblant d'être un expert que je ne suis pas, un tableau croisé dynamique. Et les sachants, je ne sais pas si c'est toujours vrai, savent qu'un tableau croisé dynamique sous Excel, quand on enlève des données sources, tant qu'on n'a pas fait F9, la valeur du tableau croisé dynamique n'est pas mise à jour. Et donc finalement, c'est plutôt le fichier calque qui affichait la bonne valeur plutôt que le fichier Excel. Donc ça m'a finalement aidé pour faire en sorte que le DG soit d'accord et que l'on opère cette migration qui n'était pas si simple que ça. Alors je pense que pendant de nombreuses années à la DGFiP, ils m'ont détesté. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plutôt contents de faire partie de ceux qui n'utilisent pas ces outils-là. Et donc voilà, c'est une belle aventure. Il y a l'aventure de la CNAM. Pardon. Je voulais savoir quelle est l'économie. L'économie, pour une entreprise comme la DGFiP, 90 000 à 100 000 personnes, qui a donc normalement une bonne capacité de négociation auprès de Microsoft, c'est bon an, mal an, entre 12 et 15 millions d'euros tous les ans qu'il faut donner à Microsoft pour avoir tout cela. Et là, je ne parle que de la bureautique, je ne parle pas de toutes les Windows Server et autres. Voilà. Donc ça donne une idée de la non-dépense, parce que malgré tout, par ailleurs, il faut avoir un certain nombre d'outils, mais ça donne une idée de la non-dépense qu'il y a. Si je veux donner un ordre de grandeur, la DGFiP, donc je vous dis, c'est 90 000 personnes. Enfin, c'est pas un chiffre d'affaires, mais c'est quand même 500 milliards d'impôts qui sont collectés tous les ans. Il y a énormément de choses. Si la DGFiP devait se comparer à une grande banque au hasard, peut-être la plus grande, BNP, je ne sais pas. La BNP, je crois que c'est 8 milliards de budget IT et 47 000 informaticiens. La DGFiP, je crois que ça doit être 400 millions d'euros de budget IT et, on l'a dit, un peu plus de 4 000 informaticiens. Donc, difficile de dire que, du coup, on perd en efficience en faisant ce genre de choses. Difficile de dire que la qualité baisse, en fait, sauf si vous venez me dire que la qualité n'est pas bonne. J'ai la faiblesse de penser que c'est plutôt bon, parce que compte tenu de la mission de la DGFiP, si jamais ça ne marche pas, je pense que ça se sait tout de suite. Bon, malgré tout, l'impôt, il se collecte assez facilement, parfois. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et peut-être même pas besoin d'y appuyer et ça se fait tout seul. Donc c'est quand même fabuleux. C'est une façon de rendre l'impôt agréable, non? Donc ça, c'était effectivement la DGFiP, ouais. Je peux parler de la CNAM. Oui, bien sûr, tu peux parler de la CNAM. Vous étiez
Tu étais DSI à l'époque à la CNAM et donc tu as imposé contractuellement des garanties très fortes sur l'accès aux données. Voilà, est-ce que le droit peut devenir un levier de souveraineté à part entière si on part Alors oui, complètement. Moi, je suis fan de tout ça. Bon, après, j'ai été biberonné au sujet du secret. Hein. Donc, j'ai commencé à la défense. Il n'y a pas plus grand secret que le secret de défense. Ensuite, aux impôts, il n'y a pas plus grand secret que le secret fiscal. Hein. À l'assurance maladie, je suis allé me soigner, mais il n'y a pas plus grand secret que les données de santé. Donc tout cela, c'est quand même effectivement des secrets qu'on essaie de protéger. Et oui, en 2017, alors 2017, si on se souvient, c'est après l'adoption du RGPD, mais avant la mise en œuvre du RGPD, donc 2017, l'assurance maladie avait récupéré quelque chose qui s'appelle DMP, qui était le dossier médical personnel, puis partagé maintenant, et probablement pas piraté, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes en ce moment, ces 2 derniers jours, sur les réseaux sociaux. Donc l'assurance maladie récupère le DMP, pour des raisons diverses, ne peut pas l'héberger, doit l'héberger à l'extérieur. Et donc on doit passer une consultation pour trouver celui qui fait le DMP et qui l'héberge. Et dans la consultation, j'ai mis une clause qui était que le titulaire devait s'engager à ne jamais fournir les données à un tiers sans l'accord de l'assurance maladie. Donc avant de faire ça, j'étais allé voir mon DG pour lui dire « Attention, je vais faire ça, ça risque de parler un peu. » Il m'a dit « Non seulement je ne l'interdis pas, mais je le demande. » Donc ça aussi, de temps en temps, ça sert d'avoir des chefs ou des patrons qui soutiennent ce genre de choses. Donc 2017, cette clause qui est mise dans le marché, il n'y a pas eu un seul Américain qui a répondu à cet appel d'offres. Et donc, ce qu'on peut dire par là, c'est que quand on entend de temps en temps le code de la commande publique, parce que tout ça relève du code de la commande publique, hein, ne permet pas de faire un certain nombre de choses. Ben, non, il ne permet pas de dire je veux une entreprise qui a moins de 24% de son capital à l'extérieur de l'Europe. Ça, c'est la clause pour les sachants le 19.6 du SecNum Cloud, hein, qui impose des conditions sur la structure capitalistique de l'entreprise. Donc le code de marché public ne permet pas de faire ce genre de choses. Par contre, il n'interdit pas d'avoir des vrais besoins. Et qui peut prétendre que ce n'est pas un vrai besoin, quand on a des données sensibles, de dire bah non, il n'est pas question que celui qui accède aux données se permette, ou soit même obligé, peu importe, de les fournir à un tiers sans notre autorisation. Donc voilà, s'il existe, après il n'y a pas des solutions à tout, mais quand on veut lancer un appel d'offres, et si le sourcing permet de dire qu'il y a des acteurs qui sont respectueux de cela, alors pour moi je dis, il n'y a pas une hésitation à faire, il faut exiger ça. Et quand je dis exiger ça, pour ceux qui connaissent comment fonctionne la commande publique, ce n'est pas une note soumise à pondération, c'est juste un critère d'exclusion, c'est-à-dire que si ça n'est pas suivi, il suffit juste de dire que l'offre n'est pas conforme, elle n'est même pas regardée. Alors, si je suis DSI dans la salle, par quoi je commence concrètement ? Je me dis que peut-être il faudrait comprendre de quoi on dépend vraiment. Arnaud, je m'adresse à toi. Dès qu'il s'agit de mesurer la dépendance, en fait, c'est un peu plus flou. Tant qu'on ne mesure pas, on pilote un peu à l'intuition. C'est ça, là je vais essayer de prendre la casquette de ni lobbyiste américain à fond auprès de la Commission européenne, ni on va dire parlementaire passionné sur un certain nombre de sujets ou ayatollah RSSI, mais d'essayer de rendre une vision un peu cartésienne du sujet. Donc, alors tout le monde a beaucoup parlé du rapport Asterès, du déséquilibre qu'il y a des technologies, etc. On a même mis un beau chiffre dessus, 235 milliards d'euros par an sur cette partie-là, en faveur des services numériques américains, donc au détriment de la balance commerciale européenne. Alors si vous lisez très précisément le rapport, il y a beaucoup de... Alors c'est bien parce que c'est un premier nombre sur cette partie-là. Après, il y a beaucoup d'hypothèses, des hypothèses de travail qui aboutissent sur cette partie-là. Et en fait, on en a tant parlé parce qu'il n'y avait pas d'autres... il n'y avait aucune autre mesure. Donc là, on est passé
à la vision extrême dans l'autre sens. Là, il y a plein de questionnaires, ça ressemble aux questionnaires fournisseurs. Il y a plein de questionnaires qui arrivent sur où est-ce que vous en êtes en termes de souveraineté, etc. Donc, il y a celui de la DGE, celui du Haut Commissariat au Plan sur la partie observatoire, etc. Et on voit que quand même, il y a un certain nombre de choses qui convergent. Et je trouve que ce qui est pas mal, c'est d'essayer de se donner, alors au-delà de questionnaires, parce que c'est bien, ça donne une vision qualitative, mais on va peut-être, si on essaie de mettre un peu de cartésien dedans, essayer de le quantifier, je pense que c'est pas mal. L'Union européenne, pour leurs propres besoins de services cloud, on fait ce qu'ils appelaient le Cloud Sovereignty Framework, qui donne une vision 8 axes en termes de cotation. Et en fait, c'était, comme tu le disais, c'était alors non pas quelque chose qui excluait, mais c'était plutôt quels étaient les critères de notation par rapport à la note technique sur l'ensemble des exigences techniques. De la même façon, en parallèle, il y a l'indice de résilience numérique qui a été créé, qui s'adosse aux mêmes 8 critères en termes de vision pour essayer de quantifier le niveau de dépendance. Parce que comme tu le dis, si on ne veut pas être ni extrémiste à gauche ni extrémiste à droite, mais essayer de quantifier, faut déjà mesurer son niveau de dépendance et se dire aussi de façon très atténué, entre guillemets, dépassionné, finalement il y a des endroits où d'être dépendant je m'en fiche. Moi je bosse à la Caisse des dépôts, j'ai une super application pour aller réserver ma place de parking le matin dans les sous-sols. Franchement, cette application-là, elle ne fait pas partie des applications critiques. Donc, que je sois totalement dépendant en mode SaaS sur cette partie, ce n'est pas un sujet. Pour les fonctions critiques adossées au processus critique DORA, avoir cette capacité de mesurer et de dire là où j'ai des points de vigilance, est-ce que ces points de vigilance, c'est des points financiers? Est-ce que ces points de vigilance, c'est des points rupture, avec des vrais risques kill switch associés? Ça, c'est totalement différent quand on va parler à un décideur et qu'on va parler à un COMEX ou à un board. Donc, on essaye vraiment d'avoir cette approche-là. Et globalement, on est dans une vision pas ayatollah sur cette partie-là, qui n'est pas de dire, il faut absolument sortir manu militari, mais se poser les bonnes questions, soit accepter le risque, soit autrement, et c'est un des deuxièmes aspects que j'aime bien. Puis là, on parle quand même du soft, mais si on est sur le matériel, on dépend quand même beaucoup des c'est ça, il y a un certain nombre de sujets, on mesure, alors nous, les fonctions critiques, le soft, comme tu le dis, en termes d'applications critiques, ça représente, dans une grande banque, ça représente à peu près une centaine d'applications, assez classiques sur cette partie-là, sauf que les applications, tout le monde sait ici dans la salle, alors nos chefs le savent un peu moins, mais même quand elles sont, même quand c'est de l'informatique nuagique, ça tourne pas par la volonté du Saint-Esprit, il y a un peu de stack en dessous, quelques infra. Donc si on ne mesure pas notre niveau de dépendance au niveau des couches infra, c'est plus compliqué. Donc il faut avoir une bonne capacité d'explication et de mesure à la fois des couches d'infra en termes de résilience numérique et des applications. Et après, peut-être juste pour continuer, moi je suis persuadé, alors on a vu on a des solutions françaises sur la partie cyber. Sur l'ensemble de l'IT, on n'a peut-être pas des solutions françaises partout. On a des solutions françaises qui émergent, mais on est dans un marché. Alors, on a aussi la casquette d'investisseur. Donc, on a aussi la vision comme quoi le marché va en effet fusionner. Et là, il faut qu'on ait une vision capitalistique aussi, d'avoir cette possibilité de financer un certain nombre de sujets pour qu'il y ait aussi de la croissance en M&A sur des plus petites applications des scale-up qui vont racheter des startups pour avoir une masse critique plus importante. Et après, ce qui est important aussi au niveau de l'IRN, c'est qu'il y a des endroits où on voit que globalement, il n'y a pas d'alternative encore totalement à l'échelle. Ce matin, il y avait une autre conférence où on disait sur du SIEM dans des très grosses institutions, globalement, c'est quand même mieux d'avoir des trucs on-prem, même si c'est des Américains. Ça commence par S, ça finit par K. Il y a bien une alternative européenne, française, il y a bien du S et du K, il y a OIA à la fin. Mais il va falloir continuer à la financer pour qu'elle grossisse. Et ça, c'est le but du jeu, d'un point de vue aussi investisseur, d'être en capacité de mobiliser ses capitaux. Et la dernière casquette côté Caisse des dépôts, on a lancé un projet Horizon numérique sur lequel parmi l'ensemble des 320 solutions, moi on m'a demandé de faire un choix. Alors c'est toujours difficile de faire un choix, mais globalement on m'a demandé d'en prendre alors, maximum qu'on pouvait avoir, c'est 12, je crois qu'on est arrivé à 10, c'est ça? Donc 10 sur lesquels là on va financer et utiliser en fonds propres, en commande publique et en commande privée pour les faire grossir. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense que le développement, le développement de l'écosystème passera aussi par des choix, aussi difficiles soient-ils, par du financement public et par de l'achat public et de l'achat privé. Où sont les angles morts, Alain Bouillet, Arnaud ? Alors, ce que je voudrais dire avant de répondre à ta question, c'est que en fait, on voit bien que on parle
kill switch, pardon. En gros, c'est le bouton magique sur lequel les Américains peuvent appuyer n'importe quand pour priver les sous-développés européens de la puissance numérique. C'est ça la vraie dépendance aujourd'hui. Et depuis cette prise en compte de ce risque existe depuis toujours, mais finalement là, il a vraiment été incarné depuis l'élection de Trump. Il y a eu vraiment un shift dans l'approche analyse de risque. C'est-à-dire que jusqu'alors, quand on faisait une analyse de risque liée à l'utilisation des hyperscalers américains, on s'occupait essentiellement des sujets juridiques. Et en gros, il y a toutes ces lois extraterritoriales qui sont, bon an, mal an, des permis d'espionner organisés par le gouvernement américain. Et si on se préoccupait un petit peu de ça, effectivement, on se disait il y a des données sensibles, on ne va pas les mettre forcément chez ces hyperscalers-là, mais on se rend compte que ça c'était une approche en temps de paix. L'approche aujourd'hui avec la géopolitique ambiante, elle est totalement différente. C'est pas avec des données sensibles aujourd'hui qu'on va faire tourner une boîte. C'est pas avec des données sensibles aujourd'hui qui représentent 10% grosso modo des données d'entreprise qu'on va faire une économie numérique européenne, qu'on va faire vivre des boîtes. Un cloud souverain qui n'hébergerait que des données sensibles, il est mort avant d'être né. Donc ce shift dans l'approche du risque est pour moi essentiel. Du coup, il aboutit effectivement à ce que Arnaud décrivait, l'IRN, où il y a d'autres méthodes, mais en tout cas l'IRN est intéressant parce qu'on ne s'intéresse plus aux données, on s'intéresse aux process. Et c'est quoi les process sensibles que je vais pouvoir faire tourner sur des clouds souverains si un jour Donald appuie sur le bouton rouge. Ça, je crois que c'est un point essentiel, et on voit bien que on voit bien qu'il y a une vraie tournure d'esprit. Après, il y a dans les critères que j'évoquais tout à l'heure, il y a le fait que les utilisateurs, ils n'aiment pas trop qu'on change. Bon, ils n'aiment pas trop le changement. L'accompagnement du changement, ça a toujours été un sport national dans les DSI. Pour la cyber, on peut changer d'outils pratiquement comme on veut. En général, les outils sont relativement transparents des utilisateurs. On l'a vu au moment de la guerre avec l'Ukraine, où l'ANSSI nous a très gentiment et très prudemment recommandé de virer Kaspersky si jamais on avait eu la mauvaise idée d'acheter cet outil-là à l'époque. Tous les adhérents du Césin qui avaient du Kaspersky ont remplacé du Kaspersky par autre chose, et ni vu ni connu. Ça s'est très très bien passé. Donc aujourd'hui, quand vous faites un appel d'offres, vous en avez marre de payer des licences hors de prix à un Américain, vous prenez un EDR par exemple, voilà, vous passez d'un EDR américain à un EDR français, c'est un peu compliqué à migrer, mais ça se fait. Donc on n'est pas dans l'état du DSI qui, lui, devant un contrat VMware qui a envie de changer parce qu'effectivement Broadcom a tout de même considérablement exagéré dans ses factures. Quand vous voulez changer du VMware, c'est aujourd'hui un vrai projet à plusieurs millions d'euros parfois et plusieurs années de travail pour se défaire de ces choses-là. Donc on a, par rapport à ces questions de souveraineté, on a quand même une facilité dans la cyber dont il faut encore profiter. Alors je dis pas, si vous êtes Office 365, les licences 5 et vous avez le all inclusive, l'open bar, etc., qu'on vous fait croire que c'est gratuit parce que c'est compris dedans, le jour où vous voulez changer de DR, ça va être un peu compliqué, parce que ça veut dire que vous allez continuer de payer le DR de Microsoft, mais vous aurez un autre DR. Ça m'étonnerait que votre directeur financier accepte ce genre de plaisanterie. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation d'enfermement, il y a aujourd'hui, en effet, une grande facilité dans la cyber à changer d'outil, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sans le vouloir, mais on l'a fait depuis que la cyber existe. Quand on a parlé des alliés avec le droit, par exemple, sur la commande publique, quand il n'y a pas la commande publique, il y a aussi le directeur des achats qu'on peut avoir comme allié. Oui, alors je suis d'accord. Ce que j'ai dit semble s'adresser à la commande publique,
mais en fait pas uniquement. Ça s'adresse aux grands groupes qui ont Oui, des contraintes pour les tout appels aussi d'offres. fortes quasiment que la commande publique. Et ça pourrait s'adresser aussi aux petits qui, eux, n'ont même pas ces contraintes-là, ils peuvent choisir. Donc les drivers, en fait, pour activer, je pense, sont un peu différents. Il faut qu'il y ait un élan formidable qui se fasse là-dessus. Donc j'ai entendu toutes ces initiatives et je suis entièrement d'accord. Aborder cela par le risque est fondamental. Mais pour autant, je pense que là où il n'y a pas de risque, mais où il y aurait des solutions françaises ou européennes, il ne faut pas se priver d'y aller. Parce que si c'est facile, même si ça n'est pas critique, je pense qu'il ne faut pas se priver aussi d'y aller. Vous avez tous entendu parler probablement de cette étude SIGREF-ASDREF qui a été évoquée, le deuxième volet est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais déjà le premier volet disait, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, que 83% des dépenses cloud et logiciels en Europe sont pour qui ? Pour des acteurs américains. 83% sont pour des acteurs américains. Et il m'arrive des fois de discuter avec... 265 milliards. 265 milliards par an d'euros qui profitent directement, parce que la commande est plus grande, mais ça, c'est les 80% qui profitent directement à l'économie américaine. C'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres de 2024 ou 2025 font que les commandes européennes IT vont financer les fonds de pension américains. C'est en gros ce que ça veut dire, à hauteur de 260 milliards d'euros pour les sujets en ne prenant que du cloud et du logiciel. Mais si je reste sur ces chiffres-là, et que l'on se dit, prenons par exemple une ambition qui est de dire 5% de ces commandes vers les acteurs américains, demain, on les met sur des acteurs français ou européens. Si on fait une petite règle de calcul, règle de 3, pour la France, c'est quasiment 3 milliards d'euros subitement qui basculent de la poche d'une commande américaine vers la poche d'une commande française. Sans que nous, on n'a pas le Small Business Act en plus. Et c'est 29 000 emplois qui seraient créés. C'est ce que dit l'étude. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un état d'esprit qui change complètement. C'est bien qu'il y ait cette approche par le risque. En fait, c'est bien qu'on ait le meilleur VRP du monde à l'heure actuelle qui est Donald Trump. Il faut quand même dire les choses comme ils sont. La seule surprise pour moi, c'est que je me demande jusqu'à quel point il faut qu'il pousse pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même poussé le bouchon assez loin. Et est-ce que ça bouge énormément ? En fait, j'en suis moyennement convaincu. Je crois que si, il y a des chiffres qui montrent... On voit par exemple, les Danois, ils sont aux premières loges, je dirais, avec le Groenland. Mais des villes comme Copenhague qui décident de se défaire des solutions américaines, en particulier de Microsoft, c'est pas rien. Enfin, c'est plusieurs milliers d'utilisateurs, de postes de travail, etc. On voit aussi, si on sort un peu du landerneau français, on voit aussi on était allé plusieurs fois à La Haye. Moi, je me souviens, quand on parlait de souveraineté, franchement, on faisait un flop, mais alors monumental, quoi. Ils s'en foutaient complètement, les Hollandais, de ces questions-là. Maintenant, non seulement ils ont une oreille attentive, mais en plus ils font des choses. L'Allemagne, alors eux ils ont une souveraineté à géométrie variable, hein, quand ils accueillent effectivement un AWS qui leur affirme que qu'AWS en propre propose une solution souveraine. Bon, là, je ne vais pas me m'immiscer dans la politique, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Ça devient quand même une politique industrielle, on sent qu'il y a... Mais on voit qu'il y a un élan, en effet, pas seulement en France, et dans des pays, encore une fois, où c'était loin d'être gagné. Après, tu demandais, tu fais pas la partie angle mort, donc on a signé pas mal de choses. En termes d'angle mort, en tout cas, un angle qui ne doit pas devenir un angle mort. Je pense qu'on a du retard manifeste sur la partie infra en termes de cloud. On a cette prise de conscience-là qui est évoquée. On a un retard manifeste sur tout ce qui est solutions, software, etc. Associés. Là où les choses sont en train de se jouer en ce moment, c'est sur les solutions d'intelligence artificielle.
Et là, on a la chance d'avoir encore un acteur qui est plausible au niveau européen. Et celui-là, il ne faut pas qu'on se dise, qu'on ait la même table ronde dans 2 ans en se disant, tiens, on a un niveau de dépendance sur l'IA qui est quand même beaucoup trop fort. Le seul est mort, entre guillemets, paix à son âme, il y a de ça 18 mois, il faut en financer un nouveau. Donc là, les choses se jouent en ce moment en termes de solutions. Il est né avec un certain nombre de serveurs qui sont sur des infras plutôt américaines. Charge à nous de le faire converger soit sur nos data centers pour ceux qui ont les plus grosses capacités d'investissement en termes de GPU, etc. Ou alors de financer, de mobiliser de la finance pour que ces propres data centers soit créé, ou le faire héberger, avoir aussi de la compatibilité en termes de solutions sur des solutions Secnum Cloud, etc. Tout ce qu'on dit, il va falloir reconverger. C'est bien, sauf que là, on peut très bien ne pas aller trop à droite, donc choisissons de suite la voie de gauche. Il y a de gros investissements là, étrangers sur le cloud et les solutions IA. Et en France aussi. Ouais, en France. Alors après, les gros investissements étrangers en France. Oui. Les gros investissements existent. Alors pour être avoir un DG qui était à Choose France, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mobilisées, beaucoup de choses qui sont annoncées. Après, entre l'annonce et l'opérationnalisation des data centers, on a des sujets de régulation en France qui font qu'il y a à peu près 24 mois ou 36 mois entre le moment où un projet se déclenche, même si on a l'adduction telco, l'adduction électrique, et la puissance électrique et la capacité immobilière, c'est pas pour autant qu'il se construit de suite et qu'il apparaît. Et après, l'autre sujet qui est un peu dur, c'est qu'on a de la capacité de financement, on a des projets possibles en termes de financement. Après, ça reste une échelle de 1 à 100 par rapport aux capacités de financement et aux projets de financement qu'il y a dans la plaque nord-amérique. Quand on parle d'IPO d'Anthropic versus la valorisation de Mistral, on est sur des facteurs de 1 à 100. Alain, je crois, Alain Bouillet, tu Oui, je veux juste réagir. Après, c'est promis, j'arrête ma crise de... non, mais de toute façon, malheureusement, ça passe hyper vite. Non, mais même pas pouvoir prendre de questions dans la salle. Comment dirais-je, un peu trop chauvine, mais si on prime les data centers, faut quand même réaliser que l'IA, c'est du gaz à effet de serre multiplié par 10, par 100, j'en sais rien. Donc si en plus on a la bonne idée de faire tourner les data centers en France avec de l'énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre, c'est tout bénef pour la planète. Ouais, on entend beaucoup parler des limites des solutions souveraines. Est-ce qu'on ne sous-estime pas massivement les risques des solutions dominantes ? Je reviens un peu sur le risque pour toi, Arnaud. Oui, ou pour d'autres. Non, clairement. Nous, là, on a fait la mesure totale de l'IRN sur l'ensemble de nos couches. Ce qui est le plus critique dans ce qui est sorti, c'est celles qui sont très dépendantes, en effet, de solutions plutôt SaaS américaines, pour lesquelles il y a zéro alternative. C'est ce qui sort en rouge écarlate sur cette partie-là. Pour un exemple concret, pour tous ceux qui sont dans la salle et qui ont plein de belles solutions DDoS, celles qui sont au cœur de réseau ou alors en mode SaaS, vous avez le choix entre américain ou alors je ne sais même pas si c'est israélien ou israélo-américain sur cette partie-là, mais il n'y a pas d'autre choix possible, il n'y a pas d'alternative et c'est un sujet ultra critique. Et la meilleure alternative qu'on peut avoir, c'est cette même solution qui a été achetée par un opérateur européen qui l'a en scrubbing center chez lui, mais il n'y a pas d'autre alternative. Donc le niveau de dépendance qu'on peut avoir sur cette partie-là, elle est rouge écarlate. Pourtant, elle fonctionne super bien, toutes. Mais par contre, elle est rouge écarlate parce que si un jour on décide il est décidé qu'elles seront plus mises à disposition, et comme par hasard, ce sera en période difficile d'orage DDoS qu'il peut y avoir, comme parfois sur un certain nombre de sujets, là, ce sera particulièrement préoccupant parce que là, tout s'éteint. Alain. Oui, tu nous as pas fait le coup de demander la définition de la souveraineté, parce que souvent ça commence comme ça. On parle de dépendance numérique. Je te remercie infiniment. Mais surtout, on n'a pas le temps, parce que là, si on veut prendre des questions, il me reste 1 minute. Non, mais plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la souveraineté, c'est la liberté. Et qu'à un moment donné, on arrivera à être dépendant
de solutions françaises et européennes. On sera forcément dépendant de quelque chose. La souveraineté, c'est la liberté de choisir sa dépendance. Et aujourd'hui, malheureusement, cette liberté, il y a longtemps qu'on l'a perdue sur un certain nombre de pans de l'industrie numérique. Bon, on voit bien qu'à travers les échanges, on n'est plus du tout dans l'idéologie, on est vraiment sur une nécessité d'être moins dépendant. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on a quand même beaucoup d'innovations en Europe et en France. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer dans la salle ? Oui, je vois en face. Je vais essayer de vous tendre mon micro. Non, parce qu'on est enregistré. Ah mince. Alors finalement, il n'y a plus de questions. Alors déjà, je... Faut vous présenter. Ah, bien joué. Bien joué. Bonjour, donc Ludwig, CTI Strasbourg. Je peux me permettre, data center de production de l'assurance maladie. Donc j'ai une petite question parce qu'on a eu un panorama très très haut niveau. Moi, ce que je demande, c'est un peu le plan d'action. Qui doit être l'acteur majeur pour agir, pour bouger, qui va prendre le risque managérial de changer et d'évoluer, plutôt que d'attendre quelque part qu'il y a une prise de conscience, mais qui va la prendre, la prise de conscience. C'est, voilà, j'ai écouté, on va prendre 10 sociétés, ok, mais les autres, on va peut-être les oublier. On va prendre pas les données critiques, mais si on ne prend pas les données critiques, qu'est-ce qu'on va même faire pour les données normales ? Personne ne va s'en occuper non plus, les données normales. Donc quel est le plan d'action et comment on peut s'en sortir ? Par quels acteurs ? Merci. Je pense que cette question est pour Alain Issarni. Je pense qu'elle est pour tout le monde, mais je peux commencer. Pour moi, c'est une très bonne question. Et je dirais, c'est le rôle de tout le monde. C'est une erreur que de réserver cela, par exemple, et de dire que ça relève de la politique que de décider ça. C'est bien, parce que ça permet de critiquer, de passer ses nerfs parce qu'on n'est pas content sur les décisions. Pour autant, ça ne change rien. Est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui a la capacité d'influencer cela ? Malheureusement, je considère aujourd'hui que le niveau de dépendance est tel qu'il ne peut plus le faire. Je m'explique. Est-ce que à l'occasion, vous regarderez l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France qui a parlé de la taxe GAFAM et des discussions de la taxe GAFAM pendant les discussions de la dernière loi de finances, c'est-à-dire fin d'année dernière. Taxe GAFAM en commission des finances, c'est le député Jean-René Cazeneuve qui dit on va passer la taxe GAFAM de 3% à 15%. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement ? Alors je ne sais plus dans quel département il est, mais c'est de l'alcool fort qui est produit dans ce... C'est pas parce qu'il avait bu que je dis ça. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que les Américains qui ont entendu ça c'est de l'Armagnac, c'est ça ? Ont sensibilisé les producteurs en leur disant attention, si vous ne faites rien, ce que vous allez prendre, c'est des taxes douanières assez élevées là-dessus. Et cette enquête, il y a une petite vidéo sur le site de Radio France qui est pour moi une belle illustration. Vous voyez le débat qu'il y a dans l'hémicycle, où le député dit écoutez, je suis désolé, moi ça me semble être une bonne idée, mais je n'ai pas envie de déclencher une guerre commerciale. Il y a un autre député qui n'est pas du même bord qui dit il faut avoir de l'audace. Le ministre des Finances actuel, au micro, dit attention, mesdames et messieurs les députés, l'audace c'est bien, la tête contre le mur c'est pas bien. Donc on pourra avoir la taxe GAFAM la plus élevée du monde, on aura les frais douaniers les plus élevés du monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est que s'en remettre uniquement à des décideurs plutôt politiques, je pense que ça serait une grosse erreur, et il faut plutôt les aider. Ils ne peuvent pas le faire. Je continue maintenant les entreprises, les grands patrons, les grands donneurs d'ordre. Est-ce qu'il faut s'en remettre uniquement aux grands donneurs d'ordre ? Je dirais pareil, ça n'y suffit pas. On a tous été réjouis, peut-être que vous aussi, quand le Pouyanné, donc le patron de Total, au FIC de 2025, dit « Vous savez, moi je suis gêné, quand je dois choisir du cloud, il me faut choisir entre AWS, GCP et Azure. » On dit « Super, il en est conscient. » Moi je dis quand même, si Total n'a pas la possibilité de regarder aussi ailleurs, il y a un petit sujet. Et il m'arrive de dire de temps en temps, de toute façon... C'est Microsoft du sol au plafond chez Total. Oui, il m'arrive de temps en temps de dire, Thierry voulait une punchline, c'est quand on ne veut pas trouver, on peut toujours faire semblant de chercher, ça donne bonne conscience. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment un truc de journaliste. Donc il y a des choses. Donc une fois que j'ai dit que les politiques
de mon point de vue, en fait, n'y suffisent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Ne suffisent pas. Les grands patrons n'y suffisent pas. Ben, je dis, mais c'est le grand public ou tous les acteurs qui doivent faire quelque chose pour aider. Qui va empêcher un tel d'aller plutôt favoriser et de consommer du service numérique chez un Français ou un Européen plutôt qu'un Européen, plutôt qu'un Américain? Personne ne pourrait faire ça. Et donc je considère qu'il faut activer tous les leviers pour faire changer l'état d'esprit. Merci beaucoup Alain. En plus, tu l'as complètement incarné, donc tu es légitime pour le dire. Pour conclure, parce qu'on n'a vraiment plus le temps, c'est fini. Arnaud, je t'en prie, tu m'avais demandé 2 minutes. Oui, juste un ajout. Enfin, en effet, je pense que chacun est acteur sur cette partie-là. Je pense quand même que la prise de conscience est plus simple dans le monde professionnel que dans le monde citoyen, en tout cas pour changer un certain nombre de pratiques, même si c'est bien d'incarner cette partie-là. Et après, un dernier sujet qui est de dire aussi le dialogue actionnarial. Donc, qu'est-ce que les boards demandent aussi au COMEX en termes de résultats? Je pense que ça, c'est un vrai levier à partir du moment où ça vient au niveau du sujet de discussion des conseils d'administration. Sans cette pression entre guillemets un peu externe, il n'y aura pas forcément de prise de risque et de déclenchement d'action très rapide de la part des COMEX là, qui demanderont au DSI d'agir, etc. Donc vraiment aussi cette couche-là qui est dans le paysage global. Ok. Alain Bouillet, un dernier mot, je vois, c'est obligatoire. Non, mais je vois que on voit quand même, je parlais de shift tout à l'heure, mais on voit aussi un shift au niveau de la direction des entreprises. Si les dirigeants on va dire, c'est pas parce qu'ils prenaient le sujet par-dessus la jambe qu'ils ont laissé finalement tous les DSI du SBF 120 signer les mêmes contrats avec les mêmes fournisseurs. Enfin, il y a un moment donné, ça ressemble quand même à du mouton de Panurge, tout ça. Donc aujourd'hui, les DSI ne sont plus seuls. C'est-à-dire qu'on les a, à moins d'être comme Alain et d'incarner effectivement une vraie volonté de souveraineté. Comme on disait dans ma jeunesse, on n'a jamais viré quelqu'un qui choisissait de l'IBM pour remplacer IBM par Microsoft, et ça marche quand même. Donc aujourd'hui, le fait de dire « je choisis plutôt français » n'est plus considéré comme un risque. C'est le risque aujourd'hui plutôt de choisir américain qui va être questionné par les COMEX, et on voit bien que ces sujets-là, aujourd'hui le DSI n'est plus seul pour prendre les décisions. Merci. Oh non. Non, si, deux phrases, pardon, je vais aller très vite, mais toujours pour faire plaisir à Thierry parce qu'il cherche que les punchlines. Mais vous pouvez faire un tête-à-tête à la sortie, hein. Non, je dirais une recommandation pour les DSI, je dirais arrêtez l'abonnement au Forestner, c'est-à-dire le Forester et le Gartner. Ah oui, c'est ça. C'est une contraction du Gartner et Forester. Arrêtez de lire ça et de vous y fier. Je pense que vous ferez la meilleure des économies et probablement les meilleurs des choix sans ces guides-là. Merci beaucoup. En plus, une dernière phrase, juste pour terminer. Mark Twain a dit « Ils l'ont fait, ils ne savaient pas que c'était impossible à faire ». Ah, c'était Mark Twain. Ouais. Cool. Super. Merci beaucoup.